Aouzubillahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalam ala rasulillah. Amis téléspectateurs d'Al-Bayan, recevez la paix chez vous. Bienvenue dans Point Hebdo, votre magazine d'analyse, de commentaires et de décryptage de l'actualité d'ici. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 25 janvier 2025, soit le 25 Rajab 1446 de l'Hégire. Vous nous suivez depuis le studio Cheikh Aboubakar Fofana. Nous avons trois sujets à décrypter, à commenter, à analyser. Le premier est relatif au Hajj, Hajj inscription qui a démarré avant-hier et qui a pris fin aujourd'hui. Un parcours de combattants à alléger. On va commenter avec nos éditorialistes. Le deuxième sujet est l'incident de la gendarmerie de Bétier dans l'indénié Douablin. Comment prévenir et circonscrire ces genres de mouvements à l'approche des présidentielles. Et enfin, en international, quel avenir pour la CEDEAO avec la création de l'AES? Mesdames et messieurs, voilà les sujets que nous allons débattre ce soir. Et installez-vous confortablement. Je vais vous présenter nos éditorialistes. L'imam Alioune Toura, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Écrivain, merci beaucoup d'être là. Merci. Et là, Diaba Ebou qui fait son grand retour pour 2025. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonne arrivée. Merci. Trompé au pouvoir. Et vous l'avez dit. Parce que la population a voulu qu'il soit au pouvoir. Inch'Allah. Et là, Nourdine, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à vous. Merci. Nous allons commencer tout de suite par le premier sujet. Depuis ce jeudi, le Hajj a officiellement démarré en Côte d'Ivoire avec l'inscription des pèlerins. C'est une innovation qui a démarré, je crois, il y a 2 ans. Les uns et les autres doivent s'inscrire en ligne afin d'être pris en compte pour la suite du projet. On va suivre d'abord ce reportage de Yacoub Koné. On revient juste après pour commenter cette actualité. Il est censé être le portail du salut, la fin du calvaire pour les candidats au Hajj en Côte d'Ivoire. Le site, ouvert pour l'édition 2023, la grande innovation de la période post-Covid, est la solution aux longues files d'attente qui se dressaient devant les centres d'enrôlement. Pour réussir l'identification numérique, il a fallu pour certains une journée tout entière devant l'ordinateur. Un effort qui se solde pour nombreux par l'échec. Comme à l'édition 2024, le commissariat du Hajj a déploré dans un communiqué un dysfonctionnement de la plateforme. Pour comprendre les éventuelles causes du cas de figure, nous sollicitons ce cabinet d'expertise en informatique. Lorsque on fait les demandes, on ouvre une plateforme, on demande aux usagers de se connecter pour faire l'inscription. Donc, on connaît l'importance de l'inscription au Hajj. Donc, nous tous, personne ne veut rater. Donc, nous tous, nous arrivons au même moment, nous demandons les ressources, et cette ressource est disponible sur un serveur. Le serveur, c'est une machine, avant tout. C'est une machine qui traite les données. C'est vrai qu'aujourd'hui, les capacités des différents serveurs sont assez élevées pour pouvoir traiter un certain nombre de données. Mais en fonction du trafic envoyé, lui, il va récupérer. Il commence le traitement. Pendant ce temps, il y a d'autres trafics qui arrivent. Il peut toujours gérer en fonction de ses capacités. Mais à un moment donné, lorsqu'il atteint ses limites, il ne peut pas te dire non, ne te connecte pas. Il n'a pas cette autorisation de te dire ne te connecte pas, ne viens pas. Toi, tu ne sais pas, donc tu envoies la requête. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie quand même de traiter ta requête, de récupérer ta requête et traiter. Mais tu vas voir qu'il va prendre du temps. Donc, vous aurez l'impression que le site est là, il tourne, ça charge, jusqu'à ce que le serveur te dise non, attention, que la ressource demandée n'est pas disponible. Ceux qui sont impatients, ils vont prendre par exemple leur PC, ils vont prendre leur smartphone, leur tablette, ainsi de suite, pour essayer d'avoir accès à la ressource. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que toutes ces demandes-là, c'est sur la même plateforme qui demande l'information. Et cette information se trouve sur le même serveur en question. Donc nous tous, on arrive aussi au même moment. Donc on va dire que ça occasionne ça aussi. Voilà. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est l'environnement dans lequel est déployée l'application qui pourra supporter le type de trafic. Voilà. Difficile à comprendre pour les fidèles. Nombreux s'indignent de la situation, ils remettent en cause la méthode et proposent des solutions. Il faut revoir le système informatique. Revoir le système informatique et faciliter l'accès parce qu'on demande trop d'informations. Trop d'informations au même moment. Il serait souhaitable qu'on prenne une grande filiation. La grande filiation serait le nom, prénom et la date de naissance, le nom, prénom du père et de la mère. Et je pense qu'on se limite là. Et maintenant, le reste de l'inscription, on peut faire une fois que c'est accepté. Si on arrive à augmenter le contingent qui va donner plus de possibilités,
au contingent étatique, je pense que sur la base de ça, il y aura peut-être une autre possibilité qui se mettra à côté. Et puis plusieurs plateformes vous faites. Et essayer de diriger les gens vers ces plateformes pour que les gens puissent s'inscrire sur plusieurs plateformes. Parce que je crois bien que quand on se limite à un seul site, ça pose beaucoup de problèmes. Les candidats n'ayant pas réussi à franchir cette étape doivent se diriger vers les opérateurs privés, dont le coût est presque le double du contingent étatique. L'ultime alternative pour eux, attendre l'année prochaine. Et là encore, il faut être chanceux. Voilà, retour ici au studio Cheikh Aboka Fofana. Vous venez de suivre ce reportage signé Yacoub Kone. Ce sont les faits. Ce qui s'est passé jeudi et vendredi et ce matin. 10 000 places, 3 000 pour les privés, 7 000 pour l'État et 5 000 ouverts, déjà bouclés. On a vu que certains ont pu réussir à inscrire leurs parents, d'autres par contre sont en colère, des propositions sont faites. On va d'abord commenter ces faits et avant de faire des propositions à tous ceux qui organisent le Hajj, c'est-à-dire que ce soit les privés et le public. Imam Aliou. Merci Elhadj Koïta. C'est quand même dommage qu'un rendez-vous aussi important que l'inscription sur les listes des participants du Hajj, on puisse quasiment le rater. Parce que ça a été maintes fois annoncé. Les gens se sont préparés depuis presque une année. Les populations se sont apprêtées. Et puis au moment où on doit lancer le processus, il y a des blocages. Et évidemment, ça crée beaucoup de frustration de part et d'autre. Ça crée également beaucoup de supputation. Parce qu'on a beau faire d'interpréter les choses d'une manière ou d'une autre. En tout cas, moi personnellement, sur les réseaux sociaux et dans les groupes, sur les plateformes d'échange, c'est vraiment une envolée au niveau des commentaires. Il y a pas mal de commentaires. Tout le monde y va de son point de vue. Mais il y a certains qui quand même ont réussi à faire inscrire les parents. Oui, mais bon, même si un petit groupe ne réussit pas, il y a un problème. Donc tout le monde ne peut pas aller au Hajj en ce moment, parce que c'est 5 000 places. Oui, c'est 5 000 places, mais il reste encore 1 000 places. Et on n'arrive pas à s'inscrire. Et ça devient un problème. Ce n'est même plus un problème informatique. Moi, c'est le problème que ça crée au niveau des discussions au plan social, et puis les idées, les rumeurs, et tout cet environnement-là qui accompagne nos structures islamiques, notamment, principalement la structure en charge de l'organisation du pèlerinage. Tout ça va en direction de cette structure. Mais je constate aussi sur les réseaux sociaux que les gens mélangent tout. Hein. Il y en a qui s'attaquent un peu partout à tout le monde, hein, aux imams, à tout le monde, au ministère. Bon, vous voyez, donc c'est cet environnement-là qui est quand même dommage. Inch'Allah. Mais pourquoi ça défraie beaucoup d'enthousiasme et de débat autour du 5e pilier de l'islam? Pourtant, c'est un pilier comme tout autre, hein, à Baïbou. Et puis un commentaire sur ce que vous avez vu pendant ces 48 heures. Je pense que le pèlerinage, c'est une société, elle est dynamique. Il s'avère qu'on a fait du pèlerinage au-delà de ce qui est la foi, au-delà de ce qui est purement religieux. C'est devenu un symbole social. Donc ça fait que il y a comme, quand on a un peu de moyens, qu'on n'a pas fait le pèlerinage, c'est comme si socialement, on se dévalorise dans la communauté. Donc, les parents dont les enfants ont un peu de moyens, qui ne font pas partie au pèlerinage, je veux dire, c'est comme un enfant, je ne sais pas, qui n'est pas bien fait, je ne sais pas comment appeler ça, mais
Un enfant maudit. Un enfant maudit en quelque sorte. Le mot est plus fort. Un enfant incapable. Voilà, c'est moins fort. Voilà, incapable. Donc, il n'a pas accompli son devoir. Son devoir d'enfant. Donc, ça fait malheureusement, contrairement aux autres piliers, la partie non, j'appelle ça spirituelle, est tout importante. C'est dommage, c'est ça qui crée cette... Je vois parfois des imams qui vont aller faire le pied de grue chez des gens pour qu'ils les fassent partir au pèlerinage. Alors que l'islam dit uniquement celui qui a les moyens qui va au pèlerinage. Donc quand tu vois quelqu'un qui allait faire le pied de grue chez quelqu'un d'autre, Dieu ne t'a pas donné les moyens. C'est un peu ce côté-là. En tout cas, ça fait que les 5000 personnes, ça devient une pression à tous les niveaux. Pression sociale. Ça domine près de 40% des musulmans. Allez-y, le commentaire des 48 heures. Au-delà, il y a quelque chose, le technicien a expliqué quelque chose. Je voulais utiliser des termes un peu plus, je ne dis pas simples, mais plus compréhensibles. Allez-y. Je prends une similitude. Je prends l'exemple d'une structure où il y a un service courrier. Quand le courrier vient, on enregistre, la personne qui est là enregistre le courrier, regarde, détermine qui doit le traiter, et puis en ce moment, on va prendre le courrier physiquement ou bien numériquement pour lui envoyer. Parce que les gens qui viennent avec le courrier, il y a énormément de personnes qui viennent avec le courrier, qui sont en train de le recevoir. Il n'aura plus le temps d'ouvrir le courrier pour les lire, à plus forte raison de les transférer chez celui qui doit les traiter. C'est ça. Il va passer tout son temps à recevoir. Et s'il y a une ligne à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a une ligne des gens qui attendent de déposer leur courrier, et qu'on a dit à la sécurité, s'il y a trop de monde, vous fermez. C'est un peu le schéma. C'est-à-dire que vous prenez le serveur, il reçoit des requêtes. Quand il reçoit une requête, il détermine qu'est-ce qu'on doit faire de cette requête-là. Quand vous mettez www quelque chose, le serveur reçoit ça, il a dit Hajj, il dit tiens, c'est le serveur du Hajj, c'est-à-dire que le logiciel qui gère le Hajj qui doit recevoir ça. Lui va envoyer ça à ce logiciel qui va faire le suite. Sauf que s'il commence à, il reçoit trop de choses, il n'aura pas le temps, comme j'ai dit dans le cas du courrier. C'est ça. Donc c'est ça qui est le problème qu'on a. Il y a tellement de requêtes. Donc, comme le gars du courrier, il n'a même pas le temps d'envoyer, de lire qu'est-ce qu'on doit faire avec. Bon, moi, en tant que professionnel du domaine, où j'ai le background, qu'est-ce que ça pose? Je ne peux pas condamner quelqu'un. Mais clairement, il y a un problème technique. C'est-à-dire que ceux qui ont conçu le serveur, quand je parle du cas du courrier, si il y a tellement de courriers, si on est prêt 100 personnes pour gérer le courrier, on n'aurait pas ce problème. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, il y a clairement un problème qui se pose. C'est que ceux qui conçoivent le serveur, soit ils ne sont pas à la hauteur, soit ils ont d'autres contingences qui ont fait qu'ils ont pris quelque chose qui ne répond pas aux besoins. Inch'Allah. Mais je voulais quand même terminer. Terminer en disant que peut-être c'est un autre élément. Sur 7000 places, on a bloqué 2000. Non, ça veut dire on a les 5000, les autres là, il y a l'État qui fait partie. Voilà. Et puis il y a le comité d'organisation. Qui prend 500 places. Voilà, qui prend 500 places. Voilà, c'est ça. Donc ça éponge là. Nourdine, votre commentaire de cette actualité depuis 48 heures. Aujourd'hui, c'est fermé. Moi, quelqu'un m'a même appelé à 2 heures ou quelle heure là pour dire que c'est ouvert. Et à 7 heures, bon, quand je me suis endormi, c'était déjà fermé. Quel commentaire? L'information que j'ai, ça c'est la partie. On est à 7 heures, le côté était plein. Était déjà plein. Ah, d'accord, allez-y. C'est quoi? Moi, c'est d'abord, comme vous avez dit, l'aspect psychologique. L'imam l'a dit. Oui, l'imam l'a dit. On s'est battu pour que vraiment le Hajj ne soit pas un stress, un obstacle. Ça, aujourd'hui, je pense que ça, il faut pouvoir trouver une solution pour faire en sorte que aller au Hajj ne soit plus un stress. À la fois, on sait que celui qui va déjà est stressé, mais surtout pour l'entourage qui doit aider le pèlerin à aller. J'avoue que depuis 48 ans, on est stressé. Voilà, vous voyez ça. Il y a un malaise. Parents, mais on est stressé. Il y a un malaise. On reçoit tellement d'appels. Voilà, un malaise dans la communauté. Ça, comme ça brise la confiance entre la base et puis le sommet. Il faut que nos autorités religieuses vraiment y veillent parce que ce genre de choses, quand ça persiste,
c'est leur crédibilité qui est en jeu. Et il faut qu'ils s'arrangent à ce que leur crédibilité ne soit pas mise en jeu. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure l'imam, ça défraie la chronique, on tire partout et les gens ne comprennent pas. Et malheureusement, je reviens en tant que communicateur, commissariat au Hajj, nous sommes dans une communication de crise. Et les gens sont à fond. On nous balance des petits communiqués. Non. Non, il y a un communiqué qui est passé hier pour demander aux gens que le serveur, c'est ce que je dis, je ne suis pas d'accord avec cette façon de communiquer. Ouais. Voilà. Un communiqué est sorti. Voilà, non, nous sommes dans une société où en majorité les gens aiment entendre, voir. Ce communiqué, on pourrait passer, le lit. C'est ça que je dis. Parce que vous voyez, quand on est dans la crise, écrit là, ça crée encore plus de suspicion. C'est comme si vous avez peur de venir dire la vérité. C'est comme si vous accusez, donc vous balancez quelque chose. Quand on est en crise, on vient, on fait un point de presse. Et puis, voilà, on dit voilà. On explique. C'est ça qui donne la confiance aux gens. Ça doit être la direction générale des cultes. Non, là, je ne sais pas qui doit le faire. Moi, en tant que communicateur, je dis dans cette situation, la communication de crise est mal prise en compte. Ok. Ça, c'est d'abord. C'est bien noté. Ça, c'est important. De deux, on a dit, moi, j'ai lu sur les réseaux, j'ai écouté les spécialistes qui ont pris le problème en charge. Ils ont été plus concrets que celui qui vient de parler. Il dit, c'est un problème de dimensionnement du serveur. Voilà. Si effectivement tout le monde va et que les premiers arrivent, tout le monde s'inscrit, et puis paf, à un moment donné, le quota atteint, vous verrez, vraiment, il n'y a pas eu de problème. C'est les premiers là, quand le quota atteint, ça s'est arrêté. Point final, vous voyez. Mais quand on dit non, ça rame, comme l'année surpassée. Voilà. Donc je pense qu'il y a ce défi technique, en fait, là, il faut le relever. Est-ce que ceux qu'ils font ne sont pas à la hauteur? Mais il faut le donner à ceux qui sont à la hauteur, qui vont vraiment donner le gabarit nécessaire aux serveurs. Et puis bon, là, on sait que quand on a fini, ça ne s'arrête pas, c'est fini. Et puis bon, on n'a plus de problème. Alors, on va faire maintenant le tour de table pour les propositions maintenant. Comment alléger les forces de proposition maintenant? Nous sommes sur une table de propositions pour aider notre communauté à s'améliorer, à optimaliser. Pour moi, le problème du stress d'inscription, tant que c'est comme ça, pour moi, il faut carrément changer la façon de faire. Parce que tant que c'est comme ça, c'est comme un examen. Vous allez à un examen, savoir si vous allez réussir ou pas. Ce stress-là... Mais les autres, ils font le tirage au sort. Hein? Non, laissez-moi Allez-y. Pour moi, d'abord, il faut enlever ce stress. C'est un poids sur la population. Il faut enlever ce stress. Okay. On l'a déjà dit ici. Il y a des méthodes ailleurs. Moi, je suis pour la méthode où le commissariat, il faut sortir du commissariat. On a dit qu'il fallait créer un bureau ivoirien du Hajj et de la Oumra. Une institution permanente qui est bien calibrée, qui est là. Vous venez vous inscrire quand vous avez l'argent, à tout moment de l'année. Et si c'est dans 2 ans, parce qu'on sait que chaque année, il y a le quota. Si c'est dans 2 ans, dans 3 ans, on sait que je me suis inscrit, on dit quoi, mon numéro, c'est dans 3 ans, je vais faire le Hajj. On est là, il n'y a plus de stress. Inch'Allah. Pour moi, il faut arriver à ces choses-là. Parce que ça, chaque fois, on dirait un examen. Est-ce que tu vas être reçu, ou pas? Il y a toujours la suspicion en Afrique. Il y aura toujours la suspicion. Pour moi, c'est de revoir le modèle d'inscription, le modèle même de l'organisation du Hajj. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le tirage au sort qu'on va faire chaque année? Ça encore, c'est un stress. Pour moi, il faut enlever le stress. Le stress, vous venez vous inscrire et on sait que c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans. Ça se fait en Indonésie. Tu prépares bien ton Hajj, qu'Allah donne la santé, la longue vie. Et puis bon, voilà, tu vas faire ton Hajj. On a heureux qu'il y a une dynamique au niveau du Hajj. Tout le monde veut aller au Hajj. Ça, c'est une bonne chose pour la communauté. Et là, la proposition, il nous reste 3 minutes. Allez-y. Une petite parenthèse, quoi. Allez-y. Quelqu'un m'aurait dit que les serveurs sont bergers à l'extérieur. Si c'est vrai, c'est que c'est contraire à la réglementation. Et que cette année, on a essayé avec le CPC, apparemment, ça va bien marcher. Bon, ça, c'est une information à vérifier après. J'ai dit si c'est vrai. Allez-y pour votre force de proposition. Bon, je m'inscris un peu dans ce que Nourdine a dit. Vous savez, que l'État soit, je dirais, superviseur ou réglementaire. Bon, je ne sais pas si le terme, on peut utiliser le terme. C'est-à-dire qu'il fait la réglementation. Qui régule. Le régulateur. Voilà. Et qui sorte de l'organisation en tant qu'organisateur. Parce que moi, il y a quelque chose qui me dérange. C'est que l'État supporte certains pèlerins et ne supporte pas d'autres. L'État est censé être neutre. Donc s'il y a une subvention, la subvention ne peut pas viser des gens spécifiques. On peut utiliser la subvention autrement. Bon, ça c'est votre point de vue, hein.
Oui, mais bon. Bon, non, parce que ça ne règle pas le problème de fond. Non, j'arrive. Le problème de fond que nous posons, qui est les problèmes d'inscription, ça, c'est pas... Ça, c'est la première étape. Voilà. Ça, on n'est pas rentré dans le fin fond, quoi. On parle de cette première étape. Pour moi, justement, c'est qu'on reprend complètement le modèle organisationnel. Mais la Côte d'Ivoire est félicitée pour déjà le processus. Peut-être il y a des petits détails qu'il faut améliorer, il faut optimaliser. C'est là ça, Nourdine parle de... Il faut enlever le côté stress. Parce que l'État, vous ne pouvez pas empêcher l'État qui est régalien de faire ce qu'il a envie de faire. Ça, nous, on n'a pas ce pouvoir. Donc, on va laisser... pour moi, que l'État soit régulateur et non ordonnateur. De deux, en tant que régulateur, il y a j'appelle ça, un système, comme il a dit, ça je rejoins, d'inscription. Quand tu t'inscris, techniquement on peut le faire, on génère un ticket qui tient compte de la date, enfin un certain nombre d'informations. Et 6 mois avant le pèlerinage, si on a 10 000 places, toutes les 10 000 premières personnes qui ont fini leur paiement, parce qu'on peut autoriser le paiement partiel. C'est-à-dire que si tu payes partiellement, même si tu es le premier, que 6 mois avant, tu n'as pas payé tout ce que tu dois payer, tu n'es pas sur la liste. Donc 6 mois avant, on a balancé. Moi, j'ai le numéro, je ne sais pas moi, 1000. Le commissariat a dit, ah ben, tous ceux qui ont un numéro de 1000 à 1200 vont cette année. Inch'Allah. On me signale qu'il est là, comment on va permettre à l'imam de réagir, sa faute de proposition. C'est un sujet passionnant, on aura l'occasion d'en parler, mais allez, votre faute de proposition, en plus de ce que Elhadj Abaïbou a dit. Comme avec le temps que vous avez exprimé qui va, j'ai 2 propositions essentielles. Bon, ma première proposition, c'est elle rejoint un peu ce que Nour Islam, Elhadj Nourdine avait proposé, c'est-à-dire l'approche communicationnelle. Vous savez, il faut éviter que des petits détails contribuent à avoir des grands dommages sur la communauté et sur les institutions de la communauté. Et là, ils n'ont pas su communiquer. Bon, il a bien expliqué. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la capacité de nos communautés et surtout de ceux, dans ce cas-ci, des organisateurs, c'est leur capacité à se remettre en cause et à faire des bilans et à se critiquer et à prendre de nouvelles résolutions. L'année dernière, on a eu ce même problème avec l'inscription en ligne. Cette année, on a le même problème encore. Mais quand même, on ne va pas venir nous parler des problèmes de serveurs. Il y a des structures plus importantes, il y a des structures qui reçoivent des données plus importantes que ça. Alors, est-ce que, quelque part, on s'assoit, on réfléchit, on se critique réellement? Je pense que oui, il faut le bilan quand même. Non, faire le bilan, ce n'est pas la critique. Je vais retourner dans l'histoire. Je vais dire, le Cheikh Boakari Fofana a quitté le CNEPM parce qu'il n'y avait pas de critique. Il a demandé qu'on fasse une réunion de critique, les gens ont refusé, et il a demandé encore, on a fait un genre de discussion, de bilan. Le comité national d'organisation pour le pèlerinage. Du pèlerinage. Et pour ça, il a quitté le groupe. Donc allez-y. Alors, donc je dis que le bilan n'est pas la critique. Critiquons-nous réellement. Écoutons les pèlerins quand ils reviennent. Il y a beaucoup de griefs. Et ceux qui n'ont pas réussi à partir, écoutons-les. Vraiment que les structures en charge d'organiser le pèlerinage puissent aller auprès des musulmans et de tous les Ivoiriens pour avoir les avis et les propositions concrètes et échanger les données. Inch'Allah. En tout cas, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Il faut accepter les critiques et puis mettre en œuvre toutes ces critiques-là pour le bonheur des musulmans d'abord, parce que c'est un pilier important de l'islam. C'est le 5e pilier, c'est comme la prière, c'est comme le jeûne. Il faut, en tout cas, on prie à Allah subhanahu wa ta'ala que les choses se passent bien. Amen. Que ceux qui ont eu l'opportunité d'être dedans, qu'Allah facilite le Hajj. Amen. Et ceux et celles qui n'ont pas pu être dans la plateforme, nous prions Dieu que les parents aient les moyens suffisants pour aller chez les privés. C'est ce qu'on nous le souhaite, Inch'Allah, et donner la santé à tous de réussir ce Hajj. Mais si on va aller sur le deuxième sujet, incendie de la gendarmerie de Bétier, comment prévenir et circonscrire ce genre de mouvement à l'approche des élections présidentielles, en tout cas l'échéance électorale à venir. On va suivre ce papier de Yacoub Koné et Djamila Sidibé sur ce qui s'est passé à Bétier.
Le lundi 20 janvier 2025, un contrôle de routine effectué par les éléments de la brigade de gendarmerie de Bétier a conduit à l'immobilisation d'une motocyclette, son conducteur étant dépourvu des pièces administratives requises. Selon le communiqué du procureur de la République, le président des jeunes de la localité accompagné de 6 autres individus s'est rendu dans les locaux de la brigade pour exiger la restitution de l'engin saisi. Face à leur incapacité à présenter les pièces administratives du véhicule, les gendarmes ont refusé leur requête. Le lendemain mardi 21 janvier, la situation a dégénéré. Une foule composée d'individus armés de projectiles, de machettes et d'un fusil de type à calibre 12 s'est présentée devant la brigade, exprimant des propos hostiles. Les assaillants ont pénétré dans les locaux saccageant le mobilier, les équipements informatiques et les véhicules stationnés. Ils ont également incendié les bâtiments avant de se disperser. Les faits reprochés incluent atteinte à l'ordre public, de détention illégale d'armes de 5e et 6e catégorie, de destruction et dégradation volontaire de biens publics par incendie et de violence et voies de fait contre un agent public dans l'exercice de ses fonctions. Une intervention rapide des renforts de la gendarmerie nationale a permis l'interpellation d'une centaine d'individus. Le communiqué précise que plusieurs armes blanches, notamment des machettes, ainsi qu'un fusil de type calibre 12 ont été saisis. Merci beaucoup à Jamila Sidibé pour cet élément sur Bétier. Le général Apalo, je crois, était jeudi à Bétier pour sensibiliser toute la couche sociale de cette localité. Et là, Abaïbou, on commence par vous. Commentaire et décryptage de cette actualité. Est-ce que c'est un fait récurrent bon, pas dans la zone, mais est-ce que partout en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous en savez? Bon, je ne pense pas que ce soit récurrent, mais c'est des choses, moi, personnellement, qui ne m'étonnent pas. Parce que nous sommes dans un pays où il y a la violence. La violence n'est pas que physique. Elle est parfois psychologique. Quand vous avez un État tout puissant, dont ceux qui le représentent sont quasiment des dieux, peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, quand les gens acceptent ou sont soumis à cette force, parce que c'est une culture qui vient de la colonisation. Ouais, la colonisation directe. Le sous-préfet, c'est-à-dire celui qui représente, il régente, il gère comme il veut. Et malheureusement, nos forces de l'ordre sont vraiment... Ils font beaucoup de choses. Ils font de très bonnes choses. Ils font de très bonnes choses. Ils assurent la sécurité. Aujourd'hui, on peut circuler en Côte d'Ivoire grâce à leur service. Mais malheureusement, dans leur rencontre avec la population quotidienne, parfois il y a beaucoup d'hygiène. Mais on ne peut pas se faire justice soi-même en incendiant les symboles de l'État. Excuse-moi. Allez-y. Je dis, quand vous avez, quand je parle de la violence là, la violence crée un état psychologique qui peut exploser à n'importe quel moment. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas fortement étonné. Ok, je comprends. Et quand on parle de la population, avec toute la violence qu'on a eue depuis 90, où c'est parti doucement de l'université, avant, bon, je disais ça à quelqu'un, avant quand les policiers jetaient quelque chose, tout le monde fuyait. Mais au fur et à mesure, ils ont eu moins peur des forces de l'ordre. Et à un moment donné, c'est eux qui lançaient des grenades sur les... Donc il y a cette... Avec la violence, la guerre civile, la rébellion, tout ce qu'il y a eu. Donc cette jeunesse a l'impression qu'on ne peut agir que par la violence. Et malheureusement, normalement, dans une société, la structure qui règle, j'appelle ça la violence et la justice, qui permet à un citoyen qui a un problème de s'adresser à une organisation, à un organisme ou une institution qui est la justice. Sauf que la population a très peu confiance à cette structure. D'abord, elle n'est pas présente. Vous mettez en doute un peu la justice sociale. Elle n'est pas présente partout, ça c'est un. Et puis de deux, tu sais, la perception est un élément important. La perception est un élément vital. Que la justice soit juste ou pas. Mais quand on a l'impression qu'elle n'est pas juste, on agit par rapport à ça. Donc il y a déficit de confiance entre ces deux entités. Exactement, il y a un déficit de confiance clair entre la justice, disons entre l'État et la population. Ok.
Inch'Allah. Allez-y, Nourdine. Bon, je pense que en plus... Vous êtes un acteur également de ça, vous maîtrisez un peu ces sujets de sécurité, de collaboration entre la population, les forces de l'ordre et la population. Bon, ce que je vois ici à trois niveaux, en plus de ce qu'a dit Elhadj, il y a ça traduit effectivement le manque de confiance entre la population et les services publics de l'État. On voit que souvent les gens sont allés, j'ai vu récemment à Beauville, où quelqu'un allait mettre le feu à la pédiatrie. Parce que, bon, ils pensent que l'argent, il n'y a pas une bonne prise en charge de... Il est parti avec son enfant, on ne l'a pas accepté. On ne l'a pas pris parce que, pour quelle raison, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, il y a ces deux choses. D'abord, l'éducation même de nos populations. Aujourd'hui, il faut revoir l'éducation du CM, tout ça à l'école. Une éducation civique. Le respect des symboles de l'État, ça c'est important pour que le citoyen. Deuxièmement aussi, mais les agents qu'on envoie pour représenter l'État. Vous servir, mais eux aussi doivent avoir une capacité. C'est-à-dire, vous êtes au service, on dit les services de l'État. Donc vous êtes au service de la population. Et il faut le faire dans les règles de l'art. Chaque service a son protocole, le protocole avec lequel il agit. Moi j'ai écouté la version qui est dite ici, mais un peu différente de la version que j'ai écoutée sur la télévision nationale, où on disait que il y a eu une altercation et que le genre, c'est ce que le journaliste, pas le journaliste, ils ont interrogé voilà un habitant qui dit que bon, les policiers ont battu deux individus. Voilà pour la gendarmerie, non? La gendarmerie, pardon, les gendarmes ont battu deux individus. Auraient battu. Bon, je rappelle, ce que je dis là, oui, c'est le propos, voilà, le propos de l'habitant, c'est ce que je prends. Ok. Et que ces individus se seraient évanouis et auraient été laissés pour morts. Et que c'est cette rumeur-là que finalement les services de santé sont venus les évacuer à l'hôpital et la rumeur est partie pour dire que un parmi eux serait décédé. Et donc du coup, ça a révolté la population qui voulait maintenant en découdre. Et c'est là, ça c'est la version que j'ai écoutée sur la télévision nationale. Donc pour dire que, est-ce que même si c'est vrai, est-ce qu'un gendarme a le droit de battre quelqu'un, de le battre parce qu'il n'a pas des pièces de véhicule ou autre là-bas? C'est pas... Vous voyez que là, il y a un problème. C'est vrai que c'est nos services de l'État, c'est difficile de les critiquer, mais il faut, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la population doit avoir une éducation civique pour respecter les symboles de l'État. Mais en même temps, ceux qui servent au nom de l'État, mais doivent travailler dans les règles de l'art. Inch'Allah. Ça, je pense que ces deux choses-là sont importantes. De trois aussi, j'ai vu, il y a le général Apallo qui a fait un travail de proximité qui fait un travail de proximité. Voilà. Il y a des tensions. Mais je pense qu'au niveau local, il faut que les préfets qui représentent l'État puissent vraiment être plus regardants dans tous les services. Parce que c'est eux qui représentent l'État. C'est eux qui représentent le chef de l'État. C'est eux qui représentent les ministres. Il faut que à partir de maintenant, peut-être il y ait des enquêtes, qu'on donne moyen ou bien cultus à nos préfets d'avoir des enquêtes mensuelles ou bien peut-être trimestrielles sur la façon de travailler de nos agents pour qu'eux, ils aient un rapport, de sorte que localement déjà, ils puissent rectifier le tir avant que, bon, le pire ne se produise. Parce que ce qui s'est passé ici véritablement, c'est vraiment que les populations ont été exaspérées par le comportement des gendarmes. Est-ce qu'elles ont raison? Est-ce qu'elles ont tort? Mais c'est un problème d'exaspération qui a poussé à cela. Donc il faut créer la confiance. Et je pense que c'est les deux côtés. Il faut éduquer nos populations au civisme, mais en même temps, il faut éduquer tous les travailleurs qui travaillent, ceux qui travaillent au nom de l'État dans tous nos services. Que ce soit la grande muette, vraiment, il faut être au service de nos populations. Même quand ils ont tort, il faut leur expliquer. On ne peut pas vous donner la moto. Voilà les règles. On ne peut pas vous donner la moto. Donc, allez faire ça. Pourquoi on vous rend la moto? Mais quand la question de la corruption rentre dedans, c'est là que la population en ce moment... Sinon, si vous êtes ferme pour dire, bon voilà, on ne te rend pas la moto, tu dois aller la récupérer, il faut produire telle chose, elle ne peut pas se plaindre. Le général Apallo même a dit, il faut arrêter de donner de l'argent aux forces de l'ordre. Voilà. Mais l'imam, est-ce qu'il y a pas ça prouve qu'il y a un antécédent en voyant cela, un antécédent qui existe, et puis voir comment toujours continuer l'éducation civique de façon globale et puis spécifique, c'est-à-dire et population et les représentants de l'État, comme l'a dit Nourdine. Ok. Bon. Il y a plusieurs antécédents, parce que dans l'histoire très récente même de la Côte d'Ivoire, il y a de part et d'autre, chaque année, quelques échauffourées de ces gens. Et puis, bon, ce n'est pas propre à notre pays. On se rappelle aux États-Unis, il y a eu pendant près de 3 à 4 ans
le mouvement Black Matters. Black Life. Black Matter. Le nom aussi, on droit à la vie. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Il y a eu même l'attaque du Capitole. Bon, non, ça a été donné par Donald Trump. Non, là, c'est un cas. En France, on a eu le cas du Petit qui a été les révoltes dans les banlieues, à la suite des bavures policières. Tout à fait. Voilà. Allez-y, Limam. Donc, c'est propre à toutes les sociétés. Et ça ne vient que, bon, mes prédécesseurs l'ont dit, ça ne vient que lorsque le contrat qui existe entre les populations et les forces de l'action publique, ce contrat-là commence à ne plus être honoré. Soit ce sont les populations qui perdent confiance dans les institutions de la République et puis dans les acteurs chargés de les représenter. Soit ce sont ces représentants-là eux-mêmes qui eux aussi considèrent peut-être les populations comme n'étant pas capables étant incapables de se mettre à jour, de s'organiser, de se structurer. Donc il y a toujours des échauffourées comme ça. Cela dit, ce n'est pas exagéré sociologiquement, on ne peut pas dire que c'est un problème principal en Côte d'Ivoire, surtout dans ces dernières années. Mais il faut tirer l'attention sur le fait que, comme nous sommes dans une année électorale, et qu'une étincelle peut produire des flammes, alors il faudrait déjà résoudre ce problème pour éviter qu'il y ait contamination. Et inviter les forces de l'ordre, qui elles ont le droit et l'action envers elles, à plus d'humanisme envers les populations. Inch'Allah, en tout cas, c'est bien noté. Et on tire notre chapeau au général Apalo. Chaque fois, il y a ce genre de situation. En tant que général, il se déplace pour aller créer une sorte de communication entre population et forces de l'ordre. Et puis, aussi, vous voyez que les jeunes, même il y a les chefs. Avant, vous voyez que nos jeunes ne sont pas éduqués aujourd'hui. Sinon, c'était avant, on allait carrément voir le chef. Voilà le chef du village. On dit, chef, voilà ce qui se passe, il faut voir. Moi, je veux dire qu'il y a... Aujourd'hui, les gens même font fi de ces cadres, j'allais dire, cadres traditionnels de résolution des conflits. Ils sont institutionnalisés, puisqu'il y a la Chambre des rois. Comme je rejoins pour dire que vraiment l'effet de la crise que nous avons connue a transformé nos jeunes en des va-t-en-guerre aussi. Vraiment, il faut. Ces sujets-là sont l'objet de thèmes dans nos programmes radiophoniques, Mission Salam, collaboration entre forces de l'ordre et population. On va toujours continuer sur cette lancée. On va pour la pub, on se retrouve juste après pour la dernière ligne droite. Nous allons parler de la CEDEAO et des États de l'AES. La boutique Al-Bayan vous propose des produits divers à usage quotidien à des prix raisonnables rien que pour vous. Des sacs, des thermos, des gourdes, des parapluies, des joggings, mais pas que. Vous avez également le nécessaire pour accomplir vos prières avec nos voiles pour maman et jeunes filles, des tapis, des hygromètres et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous? À chacun son produit estampillé Al-Bayan. Contactez-nous vite au 01 71 14 79 39 ou au 01 72 89 91 51 ou le 05 56 84 75 52. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Voilà, retour ici au studio Cheikh Aboubakar Fofana. Vous suivez Point Hebdo, votre magazine d'analyse, de décryptage et de commentaires de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous avons décortiqué déjà deux actualités. Le premier sur le Hajj, l'inscription au Hajj, 5e pilier de l'islam. Un parcours du combattant à Alger, incendie de la gendarmerie de Bétier. Comment prévenir et circonscrire ce genre de mouvement à l'approche des présidentielles? Nous allons à présent aborder la seule actualité en international, c'est juste à côté. Quel avenir pour la CEDEAO avec la création de l'AES? Nourdine, on commence avec vous. Déjà, le président de l'AES a donné le ton. Le 29, je crois c'est le jeudi prochain, le jeudi prochain, ils vont mettre en service leur passeport. Ça veut dire acter la séparation avec la CEDEAO. Déjà, quels commentaires et et après, qu'est-ce qui va se passer? Oh, bon, vous savez, ce débat, on ne va pas le refaire. Quelle est l'opportunité de la création de l'AES? C'est ceux qui mettent l'AES à sa place qui peuvent le dire. Pour moi, quand je regarde, c'est juste ces trois régimes qui sont identiques, qui ont décidé de s'unir pour protéger leur régime. Sinon, il faut voir la chose au niveau économique. Quel est l'impact au niveau de la CEDEAO? C'est vrai, on dira qu'il
la CEDEAO a du mal à la circulation des biens et des personnes, mais quand même déjà au niveau de l'UEMOA, il y a quand même une uniformisation des tarifs douaniers. Voilà, il y a une sorte d'intégration quand même au niveau économique qui fait ses preuves et qu'on ne va pas remettre en cause. La BCEAO vient d'ouvrir également une succursale à Caille. Et ces 3 pays-là font partie de l'UEMOA. Est-ce qu'elles vont remettre en cause cette union? On ne sait pas quel est le contenu. Pour le moment, c'est un contenu politique que nous voyons. Et la ZLECAf, qui est mise en place aujourd'hui, c'est pour créer un marché unique. Est-ce que l'AES, au niveau économique, va considérer qu'il constitue un marché à part? Et puis comment... Donc vraiment, pour moi, il y a une véritable ambiguïté. Jusqu'à présent, rien n'est clarifié sur les relations économiques, comment ça va se faire, quelle discussion il y aura. Mais déjà avec le Togo, je pense que sur ce plan, au plan économique, les choses sont très avancées. C'est vrai, j'ai lu un article où il y a un projet de la construction d'une route Bamako, Ouaga, Niamey avec un chemin de fer, etc. Vous savez, moi, ça va aller au Togo. Bon, ça, on va l'avenir. 4 pays de l'UEMOA qui sont dans l'AES. Oui, l'avenir nous dira, mais aujourd'hui, il y a des reportages qui nous montrent qu'il y a une surenchère des prix au Niger. Parce qu'au lieu de prendre le port le plus court, nous sommes en économie. Et le Bénin, où là les charges sont moindres, on va passer par le Togo. Ouais, il y a un surcoût des charges. Est-ce que réellement ça arrange le pays? Ça, vraiment, c'est une analyse à faire. Maintenant, au niveau politique, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 3 régimes qui ont décidé de protéger leur statut. Bon, on ne dit plus quand est-ce qu'on va aller aux élections. Est-ce que c'est des régimes qui vont rester militaires ad vitam? Mais le Burkina a déjà dit 5 ans. Hein? Bon, mais moi, je ne crois plus en cela parce qu'il y a eu des engagements qui ont été pris qui n'ont pas été respectés. On va voir ce que ça a donné politiquement. Mais au niveau de la CEDEAO, ça met la pression. Maintenant, au 3e niveau, c'est au niveau social. Au niveau social, ça crée... Nos pays, moi, je travaille aux frontières. On peut pas... les actions des hommes politiques ne peuvent pas remettre en cause les dynamiques aux frontières. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les hommes politiques, ils sont là, ils ont leurs calculs, mais nos populations aux frontières qui vont créer l'intégration, c'est les mêmes peuples. C'est les mêmes peuples qui sont de part et d'autre. Donc aujourd'hui, il faut aller dans une dynamique plutôt d'intégration, permettre à ces peuples-là de mieux s'intégrer pour que nos pays soient interconnectés, que de vouloir créer d'autres choses au niveau social, des tensions inutiles. Pour moi, l'AES, je suis sceptique, ça je le dis et j'assume. Mais politiquement, on verra, on donne dans 5 ans, dans 6 ans, on va faire l'analyse, qu'est-ce que ça a apporté. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit aller vers l'intégration plutôt que de créer des groupements qui vont morceler l'Afrique. Notre avenir est dans l'intégration. Inch'Allah. L'imam, selon les propos des dirigeants de l'AES, c'est de faire la part belle aux populations, au peuple, au lieu de faire la part belle entre griffes aux syndicats des chefs d'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on va vers ça effectivement, ces 3 pays qui ont environ plus de 60 millions de population, 2,5 millions de kilomètres carrés? Mais je suis plutôt sceptique par rapport à ces objectifs-là. Et ce que j'observe m'amène à aller un peu dans le sens de l'âge Nouroudine, parce que au tout début, ces pays-là qui ont créé l'AES et qui ont monté leur rupture avec le reste de la CEDEAO, et puis il y avait une certaine escalade, on a vu qu'ils avaient réussi à emballer même leur propre peuple. Donc il y avait des discours assez durs qu'on entendait de part et d'autre, des populations nigériennes, maliennes, burkinabées. Mais de plus en plus, on n'entend plus ces propos-là, parce que les gens ont compris. Au plan socio-culturel, nous sommes les mêmes peuples. Bien sûr, ouais. Les gens ont compris, les gens ne se préoccupent plus de ces choses. Les transactions, les flux, les personnes continuent, et les fraternités, les liens de parenté autres continuent. Même l'économie solidaire, informelle continue. Et au contraire, même ce sont ces États-là, ce sont les dirigeants de ces États-là qui ont de plus en plus de problèmes. Parce que ce matin, on disait que l'opposition malienne s'est réunie et puis, bon, a demandé a exigé une date d'élection au leader de la junte.
qui dirige le Mali parce qu'il a fait un discours fleuve, il n'a rien dit là-dedans. Bon, voilà, vous voyez. Donc, ils seront rattrapés par les problèmes politiques. Et c'est pas la création d'un passeport. À la limite, le passeport, c'est quoi? Moi, on donne des passeports aux Américains, on dit, bon, vous êtes Ivoirien désormais, ou bien chacun donne symboliquement un passeport à celui qu'on veut. Mais c'est un signal, c'est un signal fort quand même. Ce sont des actes politiques. Mais la réalité, c'est qu'avec ce passeport-là, il se construit une identité et il vit au plan social, au plan culturel et au plan économique avec l'idéologie de ces passeports. Ça, vraiment, je crois pas. Inch'Allah. Là, Baïbou, je répète ce que vous avez dit l'année dernière. Il faut laisser ces peuples vivre leur propre expérience. Quoique, le Ghana, avec l'investiture de John Dramani, on a vu beaucoup d'actions diplomatiques. Il a même créé un département en charge de cette question-là. Certains présidents sont même allés au Ghana. Il parle du capitaine Ibrahim Traoré qui était à l'investiture de John Dramani, qui a été fort ovationné au Ghana. On voit également le Togo qui un pied dedans, un pied dehors. Bon, tout cela, est-ce que ce n'est pas pour faire exploser la CEDEAO? Avec la création de l'AES. La remarque que je voulais faire, la première remarque, c'est que c'est des décisions qui sont issues, j'appelle ça le terme était dans ma tête tout à l'heure. L'establishment politique? Non, non, non. L'émotion. Ah, l'émotion, ça c'est fort. D'accord. Non. Les dirigeants il y a des problèmes dans ces pays-là, des problèmes profonds. Ça. Il y a des gens qui viennent, qui pensent pouvoir les résoudre. Et il y a des dirigeants de la CEDEAO qui veulent leur dicter leur loi. Donc sous l'émotion, ils ont réagi. De part et d'autre quoi? Non, de part des gens de l'AES. De l'AES, ok. Le deuxième élément que je retiens, j'avoue que pour moi c'est une dynamique. Et c'est que je suis content de ça parce qu'elle est interne. C'est-à-dire que ce ne sont pas des États extérieurs qui viennent imposer l'AES, qui viennent imposer les relations CEDEAO-ES. C'est une dynamique qui va continuer. Je ne pense pas personnellement que l'AES survive à ses concepteurs. Parce qu'il y a la réalité. Ces réalités, elles vont rattraper. Mais l'élément important dans ça, c'est que ça crée notre regard sur la collaboration des différents États. Déjà, au niveau de la CEDEAO, ça remet en cause ce que c'était la CEDEAO. Oui, ça remet. Donc, ce qui est positif dans ce qu'ils font, c'est d'obliger les chefs d'État à sortir de leur cocon souverainiste. Voilà. C'est vraiment ça. Ouais. Parce qu'on sent qu'au-delà de l'aspect, j'ai dit ça, de l'émotion, il y a une partie de la population qui partage. Ça veut dire que véritablement, il y avait un problème. Donc pour moi, comme je retiens, ce que je veux dire, les trois éléments, un, c'est l'émotion. Deux, je ne crois pas que les États survivent à leurs concepteurs. Et puis trois, c'est une dynamique interne. Et cette dynamique interne, qu'elle soit mauvaise ou pas, je répète ce que j'ai dit, laisser les gens, on va assumer notre propre histoire. Mais est-ce que ça ne va pas agir sur un pays comme la nôtre, la Côte d'Ivoire? Peu importe. Puisque ces trois pays-là... L'essentiel, c'est qu'on assume. Ok. Moi, ce que je important pour moi. Ce que je voulais juste ajouter, pour dire que ça met, tout à l'heure je l'ai dit, ça met la pression sur la CEDEAO. Pour que vraiment il faut réformer. Il faut que tous les dirigeants de la CEDEAO la liste circulation par exemple. Il faut aller à l'intégration. Il faut vraiment aller à l'intégration. Au plan économique. Voilà, c'est-à-dire il faut aller à l'intégration économique véritablement, qu'on ait notre monnaie unique. Qu'on ait vraiment, c'est-à-dire ce marché unique là qu'on l'ait. Et vous allez voir ça va régler tous ces soubresauts que nous constatons. Donc il faut que la CEDEAO soit suffisamment responsable pour vraiment aller à la vraie intégration. On avait une fois à Tinibou qui venait de prendre la tête de la... Je pense que le mot que j'ai dit là, ce choc bien sûr, permet de se réveiller. De se remettre en question. Voilà. Je pense que actuellement, les dirigeants, ceux qui sont là aujourd'hui, celui qui va succéder à Alassane n'aura pas du tout le même regard sur la CEDEAO. Bien sûr. Ça veut dire que les successeurs de ceux qui sont dans l'AES et les successeurs de ceux qui sont ici auront un autre regard de la dynamique. Pour moi, c'est ça qui est important. Inch'Allah, on termine avec vous. Oui, bon, ce que je voulais ajouter, c'est que vous avez ces chefs d'État-là qui sont venus dans des contextes particuliers
au pouvoir n'ont pas été bien accueillis par les membres de la CEDEAO. Et ça, ils ont ça encore en esprit. Et je pense que effectivement, la CEDEAO doit se remettre en cause aussi, comme on vient de le dire, parce que décider d'attaquer un État parce que bon, il y a eu un changement, une dynamique interne, un changement d'homme dans la gestion des choses. Bon, c'était quand même un peu trop... Non, mais il y a eu un précédent en Gambie. Bazoum en prison encore. Non, mais je veux dire qu'il y a eu un précédent en Gambie. Quand Yaya Jammeh n'a pas voulu partir, la CEDEAO est intervenue quand même. Non, il a demandé... En plus de ça, je dis si la décision n'a pas été précédée par une déclaration de Macron. Parce qu'il y a ça. Macron dit le lendemain. C'était pas bien. Les contextes ne sont pas les mêmes. En tout cas, nous prions la Gambie. Le président a accepté sa défaite et puis il a fait volte-face. Toujours est-il que la CEDEAO est intervenue pour le... Ok, c'était ça sur le sujet. Messieurs, on a en bonus, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu un prix de la part d'un grand chef mauritanien qui est basé à Dubaï, mais qui organise un sorte de forum chaque année en Mauritanie. Le COSIM prend part, notamment le chef Daoud, qui représente le COSIM avec le chef Sarba. Et d'autres pays sont là-bas. Il a reçu le prix, c'est le ministre d'État, Aoussou Jano, qui a reçu ce prix. Un commentaire sur ce prix. Le Premier ministre. Le Premier ministre Aoussou Jano, comme il est ministre d'État actuellement, conseiller du président de la République, donc c'est pourquoi le titre actuel... Généralement, le titre ne disparaît pas. Ok, d'accord, le Premier ministre Aoussou Jano. Que pensez-vous déjà de ce prix pour la promotion de la paix? Bon, donné par un cher... C'est toujours... ça fait toujours plaisir de voir son président, le premier homme de notre État. C'est toujours un plaisir de voir que son action fait l'unanimité. Mais je pense que le chef de l'État a mérité ce don. Cette récompense parce que, bon, quand on fait une analyse de son mandat, on est passé en Côte d'Ivoire d'une situation véritablement difficile à un pays apaisé et en proue pour le développement. Et il y a eu les répercussions de l'action de la Côte d'Ivoire sur les autres États, ce qui nous a apporté beaucoup de paix, beaucoup de prospérité aussi et de croissance. Donc je pense que tous les prix sont les bienvenus pour récompenser ce point. Inch'Allah. Là, je vais vous. Bon, comme je l'ai dit, quand votre chef est honoré, ça fait toujours, je dis que ça réjaillit toujours sur vous. Oui. Mais au-delà de ça, j'avoue que je ne connais pas du tout ce qui c'est que ce prix. Bon, ça m'est difficile d'avoir une opinion là-dessus, mais j'ai constaté dans le reportage à la télé, que jusqu'à présent, ça n'a été destiné qu'à la chef d'État. Comme je me répète. En tout cas, le président, honoré parce que le président mauritanien était là. Honoré parce que c'est notre chef d'État. Mais au niveau de la valeur, je ne connais pas du tout, ni les critères. Mais je constatais seulement que ça a été distribué qu'au chef d'État. Mais le grand chef mauritanien qui organise, c'est une personnalité mondialement connue, qui est très écoutée, qui fait la navette entre Nouakchott et puis, je crois, Abu Dhabi. Il est basé là. Nous dit. Moi, je pense que pour répondre, ça dit que c'était un forum qui chaque année réunit. À la base, c'était de prôner la paix, pour tout, surtout face au terrorisme qui se réclame de l'islam. Hein. Il fallait avoir un autre discours, voir comment réunir les chefs, les différents chefs religieux pour construire un autre discours face à... Il fallait que la majorité c'était pendant qu'il y a une minorité qui s'agite au nom de l'islam et de façon violente. Donc, il fallait réunir les chocs à travers le monde islamique pour vraiment produire un discours qui soit contradictoire à cela. Je pense que maintenant, ça évolue pour véritablement devenir un cadre de promotion mondiale de la paix. Et la Mauritanie a pris le leadership. Voilà, et donc dans ce cadre-là, je pense que ça fait aussi, c'est une sorte de diplomatie, qu'on appelle une offensive diplomatique. Un soft power. Power de Nouakchott, de la Mauritanie. C'est voir notre président honoré, je pense que ça nous honore tous. Mais c'est bien mérité parce que, comme l'a dit tout à l'heure Elhadj Touré Aliou, ben, il faut, c'est vrai, on ne reste pas dans les émotions politiques, mais une analyse calme, objective, permet de voir le chemin qui a été parcouru par le président en 15 ans, ramener la Côte d'Ivoire
d'un état zéro à cet état de pays. 9e pays le plus puissant. Voilà, et dans la comme il a dit, dans la sous-région. C'est vrai, les gens s'agitent, mais regardez le nombre de ressortissants de la sous-région ici qui bénéficient de la prospérité de la Côte d'Ivoire pour eux-mêmes, leurs parents restés au pays, tout ça, ça réjaillit. Donc la Côte d'Ivoire est comme j'allais dire, c'est le point d'inertie de l'équilibre de la paix dans l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et ça, c'est bien de récompenser celui qui a permis qu'avec la grâce de Dieu, ce pays-là soit positionné à ce niveau-là. Je pense que nous sommes tous honorés. Merci beaucoup. Merci Imam Aliou pour vos analyses. Merci à Alain Nourdine pour les analyses pointues, également à Baebou. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Cette manière équinoclasse d'aborder les choses nous plaît bien à la rédaction. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet, spécifiquement à Yacoub Kone. Cette émission a été réalisée par Ouattara Youssouf Aliagui. Merci de votre aimable attention. Bonsoir chez vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.